Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, avec un point sur différentes actualités du secteur de la santé. Et c'est Olivier de Royer qui est à mes côtés pour en parler, gérant action chez Montpensier Finance. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Oui, le premier petit update que je voulais faire avec vous, c'était sur les GLP-1, bien sûr. Donc la course contre l'obésité, l'avènement des nouveaux traitements anti-obésité, partant évidemment du duopole Eli Lilly Novo Nordisk qui s'est constitué. Il y a quand même des concurrents qui travaillent sur le sujet, et on a vu ces derniers jours des annonces qui ont été saluées de la part de Zealand, qui est d'ailleurs un Danois, boîte danoise, biopharma danoise, comme les Novo Nordisk, et Viking Therapeutics aux États-Unis. Ouais, exactement. Alors le plus spectaculaire, c'était quand même Viking, parce que c'était vraiment dans l'obésité, alors que Zealand, c'était plutôt dans la NASH, qui était une pathologie un peu proche. Mais c'est vrai que Viking a pratiquement doublé sur la semaine, avec des résultats d'efficacité à ce stade qui paraissent même un peu meilleurs que les médicaments d'Eli Lilly et Novo Nordisk. Mais en fait, il ne faut pas complètement s'emballer. Et d'ailleurs, le cours de Novo Nordisk et d'Eli Lilly s'est quand même pas effondré sur la nouvelle, parce qu'il y a quand même des différences de schéma d'administration. On ne peut pas exactement comparer. Le nombre de semaines ne sont pas très comparables. C'est vrai que si on extrapole la courbe, on peut dire ça va être encore mieux, mais on sait quand même pas tout sur les effets secondaires, sur les schémas d'administration. Et puis c'est quand même des médicaments qui seront pas sur le marché avant 2028-29 dans le meilleur des cas. Donc c'est quand même pas demain. Maintenant, c'est vrai que le parcours de Novo Nordisk et d'Eli Lilly a été incroyable. Nous, c'est des valeurs qu'on a en portefeuille depuis longtemps. Aujourd'hui, on serait peut-être quand même un peu moins euphorique que ce qu'on pouvait être il y a 2 ans sur ces valeurs, avec cette concurrence, effectivement. Il y a eu quand même des révisions de bénéfices pour Novo Nordisk de 150% depuis le début 2021. Donc, c'est vrai que ça va être difficile de faire aussi bien dans les 2-3 ans à venir. Le marché, aujourd'hui, est attendu quand même maintenant proche des 100 milliards de dollars en 2030. Incroyable. On prend cette référence 2030 parce qu'il faut se projeter un peu. C'est pas le PE de l'année prochaine qui peut faire le titre la aujourd'hui. Différence, Donc voilà, il faut se projeter. Ça veut dire qu'on va avoir quand même 2 produits. Alors, il y aura des noms commerciaux un peu différents, mais les 2 molécules de chacun des leaders, on parle quand même de plus de 30 milliards de dollars. Donc, c'est les plus gros produits de l'histoire de la pharmacie. Bon, c'est quelque chose qui est quand même bien compris aujourd'hui. Ouais. Novo gère bien cette hypercroissance. Je parle même de la gouvernance de l'entreprise. Alors, il faut des capacités de production. Ils investissent considérablement. Je crois qu'ils ont signé une acquisition aussi pour racheter. Voilà. Tout ça est bien maîtrisé, parce qu'on sait aussi les risques de l'hypercroissance. Il peut y avoir des erreurs à un moment faites. Oui, non, mais là-dessus, ils gèrent bien. Effectivement, ils ont acheté Catalent, qui était un peu en difficulté, qui avait des gros problèmes depuis 2 ans, ce qui fait qu'ils les ont payés sur une prime quand même qui était raisonnable. Alors, c'est pas directement Novo qui les a achetés, mais enfin, c'est la fondation. Voilà, mais ça revient quand même globalement au même. Non, je pense que tant qu'on est dans des problèmes d'excès de demande par rapport à l'offre, c'est des bons problèmes. C'est-à-dire que régulièrement, ils vont dire c'est un problème dont il faut qu'on s'en occupe, mais globalement, c'est quand même un très bon problème par rapport à beaucoup de gens. Donc non, je pense que les risques principaux aujourd'hui, c'est effectivement la concurrence qui potentiellement pourrait effectivement arriver à des qualités similaires. Et s'il y a 3, 4, 5 acteurs sur le marché, évidemment les prix pourraient être un peu sous pression, même si on sait aussi que Novo et Lilly ont des successeurs dans le pipeline qui ont montré des résultats qui sont déjà quand même sensiblement supérieurs qu'Agriseman Novo Nordisk pour arriver en 2025, et les résultats sont sensiblement supérieurs aux résultats de Ozempic qui est aujourd'hui vendu. Donc il y a tous ces paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui font qu'aujourd'hui... Et puis il y a le joker Alzheimer. Alors c'est ça, j'allais dire, est-ce qu'on a une vue, autant vous dites sur le marché obésité, on a une vue un peu claire à 2030, est-ce que dans d'autres types d'indications, est-ce qu'on a un périmètre, j'allais dire, à peu près défini aujourd'hui? Sur Alzheimer, on ne sait pas, il n'y a pas encore de résultats cliniques tangibles, mais ce qui paraissait complètement farfelu au début quand on en parlait, aujourd'hui il y a quand même des données cliniques qui montrent que c'est pas complètement délirant, c'est pas suffisant pour soigner Alzheimer, mais ça peut faire partie avec d'autres molécules d'un arsenal thérapeutique. Des combinés, quoi. Sur le plan des marchés, c'est au-delà de Novo et Lilly, les vedettes, bien sûr, c'est le retour quand même du compartiment biotech. Alors, aux États-Unis notamment, de toute façon, c'est le marché leader, y compris pour les biotech. Depuis la fin d'année, un plancher de valorisation a peut-être été marqué? Ah oui, on a eu c'est surtout ça a commencé en fait fin octobre, début novembre. Depuis, on a eu un rebond sur l'indice biotech, XBI, le tracker biotech, de 65% quand même depuis le point bas. Alors, on parle quand même d'un indice qui était au même niveau que 4 ans avant, qui avait quand même baissé depuis août 2021 assez sensiblement. Donc on était très bas. Il y avait une ambiance qui était un peu dépressive, il faut le dire, l'année dernière sur ce compartiment. C'est-à-dire que même quand vous aviez des résultats cliniques qui étaient
positifs, je ne parle pas des négatifs, hein. Même quand ils étaient payait pas. Vous pouviez perdre 20%. On a eu comme ça des exemples de sociétés qui ont perdu 20% sur des résultats positifs, hein, chez Montpensier, et puis qui derrière, finalement, ont été rachetés 3 fois plus cher quelques mois plus tard, effectivement, par des laboratoires. Donc il y avait quand même une valorisation qui était quand même très faible, même si la biotech, c'est des valorisations particulières, mais c'était quand même très faible. Et puis en face, il y avait quand même des grands laboratoires pharmaceutiques qui avaient des besoins, puisque quand même, il y a à peu près 200 milliards dans les 5 ans à venir de chiffre d'affaires qui va avoir des expirations brevetaires dans la pharma, ce qui est quand même 4 fois plus qu'au cours des 5 années précédentes. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des pharma qui ont des besoins de remplacer leurs produits existants, et donc effectivement, on profitait de l'aubaine pour y aller. Donc on a vu quand même beaucoup de M&A. Nous, on traque trimestre par trimestre le nombre d'opérations qui se font. Dans le creux, au plus bas de 2022, on est tombé à 2 deals. Donc, c'est quand même pas grand-chose. Et là, on est remonté quand même graduellement. On a atteint un pic historique de 21 deals sur le 4e trimestre. Ah ouais. Donc, ça a été quand même extrêmement conséquent. On sent qu'en fin d'année, il y a eu une espèce de... Comme les cours commençaient à remonter, de FOMO, de peur de rater le train de la part des grands laboratoires pharmaceutiques. Et donc, clairement, ça a attiré le secteur. Ça a permis aussi le retour des IPO récemment. Qu'est-ce qu'ils achètent quand sur ces 21 deals là, est-ce qu'il y a des indications particulières qui sont plus recherchées que d'autres? Il y a plusieurs choses. Il y a évidemment l'obésité. Hein, c'est sûr que voilà. On sait que Pfizer qui rate tout en interne une fois de plus, ils vont peut-être quand même finir par en acheter une parce que ils ont besoin d'être là aussi. Voilà, ils ont besoin d'être là. Bon, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, en cancérologie, on sent qu'il y a des plateformes technologiques aujourd'hui qui sont indispensables. Tout laboratoire aujourd'hui qui est présent dans le secteur doit avoir un anticorps conjugué, ce qu'on appelle des ADC. C'est de la chimiothérapie ciblée. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est en train progressivement de remplacer la chimio comme standard de traitement de base. En première intention, quoi. C'est ça, Et donc aujourd'hui, tous les labos qui n'ont pas de plateforme vont acheter des plateformes. Bon, et après, il y a des stratégies un peu différentes qui sont un peu dépendantes de la situation des grands laboratoires. Donc ceux qui vont bien, vont prendre un peu plus de risques, acheter des sociétés un peu en amont, qu'elles vont payer 1, 2, 3, 4 milliards, qui n'ont pas encore forcément de produits sur le marché, qui sont dans des phases de développement, mais qui ont montré des résultats déjà best in class, très prometteurs sur des nouvelles molécules. Effectivement, typiquement, un Novartis qui va bien, qui a eu des succès, qui a de la croissance, va faire ça. Bon. Et puis, il y a des sociétés qui vont moins bien, type Bristol Myers, PE de 7, des doutes sur le remplacement du portefeuille actuel, qui vont être prêts à payer, je dirais même à surpayer des biotech. Ils ont acheté Karuna Therapeutics dans tout ce qui est un peu dépression et schizophrénie en fin d'année dernière. 14 milliards de dollars quand même pour un premier actif qui commence à être sur le marché aujourd'hui. Mais c'est des sociétés qui se disent, même si je ne crée pas de valeur à long terme, à court terme, je vais quand même augmenter ma croissance. Et quand je suis très peu valorisé, j'espère que ça va... Bon, mais c'est une stratégie que nous, on n'aime pas trop globalement, parce que beaucoup de pharma ont souvent fait ça. Alors c'est relutif à court terme, quand on regarde le PE, c'est bien, mais à un moment donné, quand on regarde une création de valeur en DCF à long terme, ça n'est pas forcément idéal, quoi. Donc ceux qui vont bien font plutôt des bonnes choses, et ceux qui vont moins bien font des choses plus discutables. L'autre sujet sur lequel j'attendais de vous entendre, Olivier, c'est le levier de l'IA dans le secteur de la santé, parce que beaucoup de non-spécialistes, des généralistes nous disent c'est un des secteurs où on va avoir peut-être le plus de retours, de résultats tangibles rapidement. Oui, alors de toute façon, je crois que dans tous les calls que j'ai pu écouter, il n'y a pas une boîte qui n'a pas parlé d'IA, donc c'est devenu vraiment un phénomène incontournable. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réalité? Il y a des sociétés qui n'avaient pas attendu forcément de ChatGPT pour faire des choses. Donc là où c'est vraiment le plus tangible dans le domaine de la santé, c'est dans la découverte de candidats médicaments potentiels. C'est-à-dire qu'avec la bioinformatique, il y a des sociétés, par exemple, comme Genmab, qui est une biopharma danoise, qui est très avancée là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont des modèles. Comme on sait finalement quelles sont les cibles thérapeutiques validées pour certaines pathologies, ils trouvent, grâce à la bioinformatique, des candidats médicaments potentiels en série, puis ils mettent ça ensuite en batterie, en développement préclinique. Et ça permet finalement, dans des domaines comme la cancérologie, où parfois, si on a des résultats préliminaires très bons, on peut directement passer sur des phases 3, phases d'enregistrement, de gagner beaucoup de temps dans le développement. On gagne des étapes. Voilà. Et eux, ils ont été capables, par exemple, de mettre un produit dans le lymphome, finalement, sur le marché en 4-5 ans, alors que normalement, le temps de développement de la pharma, c'est plutôt 10 ans. Donc là, on a des vrais gains de productivité grâce aux algorithmes ou à l'IA, peu importe comment on l'appelle. Il y a le deuxième champ d'intérêt qui est le diagnostic, puisque effectivement, dans l'imagerie médicale, on peut, avec des logiciels, avoir une analyse beaucoup plus fine de l'image médicale.
On sait que, par exemple, dans le cancer du sein, un cancer métastatique va avoir un pronostic 4 fois moins bon qu'un cancer primaire. Donc si on est capable de détecter très tôt, on améliore nettement le pronostic médical pour un coût assez faible, puisque l'infrastructure est en place. Puis le dernier champ de l'IA, le Graal, ce serait des études cliniques virtuelles, se passer carrément d'études cliniques sur des patients. Ça va prendre beaucoup de temps, parce que les agences sont prudentes à juste titre. Mais il y a quand même déjà des sociétés qui sont actives dans tout ce qui est automatisation des process, de sélection de patients, toute la documentation. On peut gagner un peu de temps là-dessus. En conclusion rapide, Olivier, comment vous avez envie d'être positionné pour ce thème de la santé en 2024 là Écoutez, il y a beaucoup d'innovations, mais il y a un segment dont on n'a quand même pas complètement parlé, c'est le segment des services, de tout ce qui est sociétés qui finalement font l'externalisation pour le compte des laboratoires et des pharma, à la fois de la recherche clinique, mais aussi et surtout de la production biologique. Il y a des très belles sociétés, je pense à des sociétés comme Thermo Fisher, des sociétés qui sont des sociétés de croissance métronomique sur longue période. Ça, on parle, par exemple, Thermo, c'est 18% de croissance du BPA sur les 10 ans qui ont été jusqu'en 2021. Voilà. Mais ces sociétés, le Covid a tout bouleversé. C'est-à-dire qu'il y a eu une traction énorme. Et puis finalement, derrière, en plus, il y a eu trop de commandes. Il y a eu trop de commandes. En plus, comme finalement, le gouvernement américain a dit la priorité, c'est absolument le vaccin. Il y a des entreprises qui ont eu peur de ne pas être servies. Donc, trop de stocks. Il y a un déstockage massif sur 2 ans ensuite, et notamment en 2023. La bonne nouvelle, c'est quand on regarde les enquêtes auprès des consommateurs, enfin des clients de ces produits, de ces équipements, de ces services, finalement, on voit que le déstockage, il était fait aux 2/3 à la fin de l'année dernière et qui va se terminer au 2e trimestre. Donc, on a des très belles sociétés de croissance qui permettent de jouer la thématique sans prendre le risque individuel, parce que sur les biotech, il y a des super histoires, mais c'est pas facile, c'est beaucoup de volatilité. Donc là, on a des très belles sociétés qui permettent de jouer le trend et qui n'ont pas de risque individuel. Et des effets Covid qui sont nettoyés on avait, par exemple, les calls de sociétés comme Icon dans la recherche, l'externalisation de la recherche la semaine dernière, qui ont clairement montré qu'il y avait un retour d'optimisme grâce notamment à l'amélioration dans la biotech. Merci beaucoup Olivier. Olivier de Royer, gérant action chez Montpensier Finance, avec nous pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse sur Bismart consacré à la santé.